Bonjour et bienvenue au podcast Next Level, le podcast qui nous parle de la psychologie de la performance, autant chez les athlètes que chez les artistes. Mon nom est Claude Beaulieu, je suis psychologue, coach, conférencier, animateur de podcast et créateur de contenu. Aujourd'hui, au podcast Next Level, on reçoit une athlète de très haut niveau, une athlète passionnée qui a pratiqué le sport du cheer pendant vraiment longtemps. Elle a compétitionné à des niveaux mondiaux à plusieurs occasions. Elle nous raconte là, dans cet épisode-ci comment elle a eu la piqûre du cheerleading, comment elle s'est rendue jusqu'au championnat, a gagné la médaille d'or aux mondiaux. Elle nous parle aussi de tous les sacrifices, puis comment ça peut être difficile, là, en tout cas à cette époque-là, quand à une certaine époque, là, de dire comment elle devait voyager peut-être 2 heures pour se rendre aux entraînements, 2 heures pour revenir des entraînements. Donc, beaucoup de sacrifices, là, puis de détermination. Puis elle nous parle d'un moment crève-cœur où une de ses meilleures amies s'est blessée tout juste avant les mondiaux. Donc, on a dû la remplacer. Donc, une nouvelle personne qui se joint à l'équipe. Pas beaucoup le temps de créer cette chimie-là et d'apprendre à travailler ensemble. Puis, comment ça peut être difficile émotionnellement de vivre ce moment-là. Donc, podcast super intéressant. Je m'intéressais au cheer parce que moi-même, je suis psychologue qui travaille avec l'équipe de Cheer Canada. J'avais justement rencontré notre invitée d'aujourd'hui qui est Emma Boudreau. J'étais vraiment... j'ai dit, il faut présenter ce sport-là au public, puis présenter cette belle histoire-là. Donc, bonne écoute. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Ce podcast vous est présenté par la Fondation Élan Jeunesse. Donc, c'est notre commanditaire officiel pour la saison 1 du podcast. Donc, on est vraiment, vraiment content, vraiment excité de les avoir avec nous. Donc, vous allez voir tout au long de la saison, on va parler de ce qu'ils font pour notre communauté, ce qu'ils font pour notre jeunesse. Ils sont présents un peu partout. Je ne vous en dis pas plus, mais restez à l'écoute. Vous allez voir, on va en parler un petit peu plus à mi-session. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois une athlète qui pratique un sport qui est peu connu dans notre région, mais qui est un sport quand même de très haut niveau. On parle du cheerleading. Donc, cette athlète-là, elle a représenté le Canada aux Jeux mondiaux à vraiment plusieurs occasions. J'ai vraiment hâte de l'entendre nous parler un peu de tous ces moments magiques-là. Elle a participé aux Jeux panaméricains. Donc, c'est vraiment un athlète qui a vraiment un bon parcours. Donc, on pourra parler aussi un peu de l'aspect mental de la performance. Comme vous allez voir, c'est un sport qui est très exigeant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir un peu son feedback sur cet aspect-là de la performance. Puis, c'est ça, on va regarder un peu l'envers de la médaille ou qu'est-ce qui se passe derrière, ce qu'on ne voit pas à l'écran. Donc, Emma, bienvenue au podcast Next Level. Merci de m'avoir invitée. C'est vraiment le fun. Là, écoute, nous autres, on ne connaît pas ça trop, le cheerleading. Raconte-nous un peu comment tu te retrouves à Edmundston. Puis, on pourra jaser un petit peu à partir de là de un peu comment tu as commencé là, cette carrière-là. Mais on ne pratique pas le cheerleading à Edmundston. Raconte-nous un peu qu'est-ce qui t'apporte ici. Ben moi, ma famille, elle vient d'ici. Ma grand-mère puis ma mère, ils habitent au lac Baker. Fait que j'ai été née ici, mais j'ai jamais habité ici jusqu'à date parce que mes 2 parents sont militaires. Fait que j'ai comme un peu déménagé un peu partout. Puis quand j'étais jeune, ma mère elle pensait que c'était vraiment important de me mettre dans les sports. Fait que j'ai comme tout essayé les sports. J'ai fait du soccer, j'ai fait la gymnastique, la natation, j'ai vraiment tout fait. Puis au départ, c'était vraiment la gymnastique qui a comme stické un petit peu. Puis à un moment donné, elle essayait de me trouver des camps de jour pendant l'été.
puis elle avait tombé sur un camp de jour de cheer. OK. Puis elle savait pas trop c'était quoi, mais la description, elle disait comme un peu gymnastique, un peu danse, un peu acrobatie, genre de même. Fait qu'elle s'est dit que j'allais peut-être aimer ça. Fait qu'elle m'a inscrit là-dedans, puis ça, c'était comme un été, puis pas le printemps, l'automne prochain, j'étais inscrite au cheer, puis j'ai pas arrêté depuis ce temps-là. Puis ça, c'était en 2009. OK. Fait que c'est Nice. comme un peu tombé sur ça par hasard. Par là, hasard, mais puis t'as pogné la piqûre de c'est ça. ça, ouais. Puis juste à 8 ans, là, puis j'ai jamais arrêté. Puis t'as pratiqué combien longtemps la gymnastique? Peut-être comme 1 an. OK. Là, j'avais peut-être comme 6 ans. Fait que t'avais vraiment juste une C'est base. ça, j'avais vraiment juste commencé. J'avais fait ça récréationnel, de même, là, puis juste le fun. Puis là, c'est ça, on me trouvait des camps de jour, puis on a comme tombé sur ça par hasard. OK. Puis, voilà. Là, explique-nous. En gymnastique, on connaît un peu. Ouais. Mais le cheerleading, là, on pense à équipe de football, on pense à... Mais raconte-nous un petit peu le sport du cheer, un peu en quoi ça consiste, comment ça fonctionne, puis toi, comme athlète, ça ressemblait à quoi, disons, tes entraînements? Oui, fait que moi, j'ai comme jamais touché de pompon dans ma vie. Fait que OK. comme juste pour te dire, comme l'image que tu vois dans les films, c'est vraiment pas ça. Il y a la gymnastique, fait que comme les culbutes, là, puis des affaires de même. Fait qu'on fait des flips, Ouais. on fait des... Du tumbling, ça Tumbling. s'appelle. Ouais. Ça fait une partie. L'autre partie, c'est des stunts. Fait que ça, c'est... t'as comme 2 bases, puis une back qui vont lever une fille dans les airs, puis qui vont faire des éléments de lancer, attraper. Fait que c'est comme un peu sur une trampoline, Un peu, mais ouais. c'est pas une trampoline, C'est c'est mains. des personnes. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a comme 3 personnes au sol, 1 personne dans les airs, puis ça change un peu. Des fois, il y a comme quelqu'un en avant qui aide. Ou... OK. Fait que, pour avoir travaillé un petit peu avec l'équipe canadienne, je sais un petit peu, là, mais pour l'auditoire, dans ton cas à toi, tu travailles pas avec des hommes. Non, moi, j'étais souvent dans les équipes all-girl. Fait que Fait c'est il y a toutes des 2 types d'équipes. C'est ça, Fait que ouais. tu as une équipe qui est, disons, 5 filles. 3. Fait que 3. t'as 2 bases, une back, OK. puis des fois, tu vas avoir quelqu'un en avant pour spot. Donc, fait que tu as des personnes au sol qui travaillent là, pour lancer dans les airs, Ouais. tout ça. Puis tu as ce qu'on appelle une flyer, Ouais, ou une voltige. une voltige, Ouais. qui fait les tricks. C'est ça, qui est lancé dans les airs. Donc, c'est toi, là, la voltige. Oui, c'est ça. OK. Comment tu t'es retrouvée à être voltige? Ben, j'ai toujours été la plus petite dans l'équipe. OK. Puis après ça, j'étais souvent la plus jeune aussi. Fait que j'ai comme continué à être la plus petite. J'étais souvent comme dans des équipes plus vieilles. Comme à un moment donné, j'avais genre 11 ans, puis j'étais dans une équipe avec des filles de comme 17-18 ans. Fait que OK. c'est sûr que j'étais la plus petite, j'étais la plus facile à lever des airs, OK. j'étais la plus facile à lancer, je peux aller plus haut. Fait que... Puis là, j'imagine à cet âge-là, avec des plus vieilles, ça devait monter haut solide, là. Ouais, mais moi, j'avais pas peur à cet âge-là, fait que OK. c'était correct. Puis quand tu dis j'avais pas peur à cet âge-là, t'as-tu plus peur étant plus vieille? Oui, je sais pas c'est quoi, mais ça doit être de quoi, comme j'ai... Peut-être les culbutes sont rendus plus difficiles, sont plus dangereux, OK. mais je pense aussi je suis juste rendue plus à un âge où je peux me blesser plus facilement. Puis... Ben, on a peut-être plus à perdre. Ouais, c'est Tu sais, ça. c'est plus... tu sais, t'as un travail, Ouais, puis quand t'as 8 ans, puis un coach qui te dit « Ah, va faire un backflip. » Ah, OK, j'y vais, là, je vais le faire. Tu sais, on dirait que le danger, il est pas encore... Tu sais pas c'est quoi. Fait que tu deviens plus conscient C'est du ça. danger C'est ça. un peu plus Puis tard. avec plus d'expérience, tu vois plus d'affaires, tu sais, tu vois plus d'accidents, de blessures, fait que la peur, elle commence à monter. Fait que, ouais, vraiment Puis- plus peureuse maintenant que quand j'étais jeune. Ben, quand même. Ouais. J'imagine. J'ai vu un peu les stunts, là. C'est quand même impressionnant. Puis, il y a un autre groupe, co-ed, Mhm. où là, les bases sont plus des hommes. Ouais. C'est-tu ça? Oui, fait que co-ed, c'est la moitié de l'équipe homme, la moitié de l'équipe femme environ, là. Peut-être 2 ou 3 de chaque bord, là. Puis les bases, c'est un homme puis une fille en haut. OK. Donc, à chaque base, Ouais, c'est un un pour homme, une fille. Ouais, c'est ça. C'est OK. un pour un. Puis ils font les mêmes skills quasiment que All Girl, mais c'est la force de une personne à la place de
3. Donc, se tenir en équilibre sur un pied sur les mains d'une personne, genre. Oui. Des fois, c'est rien qu'une main aussi. Parce qu'ils vont te tenir dans un bras. OK. Fait que t'as plus... Il y a plus de chances d'erreur parce qu'il y a moins de personnes pour te soulever. C'est juste une personne. Fait que s'il attrape mal, ben... OK. Puis là, j'imagine que la confiance devient hyper importante. Ouais. C'est comme au patinage artistique, j'imagine, un peu. Il faut là. avoir un peu comme une relation avec cette personne-là de comme confiance puis respect, là, comme d'être capable de truster cette personne-là, de pas t'échapper à terre puis de t'attraper si tu vas tomber, tu sais. Parce que, c'est ça, pour exécuter, tu peux pas douter. Non, c'est ça. Faut que tu y vas. T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ouais. OK. Puis, pour quelle raison ou comment ça s'est passé du fait que tu t'es retrouvé dans des all-girls plutôt que co-ed? Y a-t-il une raison particulière? Pas vraiment. Je dirais plus c'était quand j'ai commencé, j'étais dans des gyms un peu moins connus, dans des régions un peu moins populées, puis c'était plus des filles qui faisaient du cheer. C'est pas vraiment commun pour les gars. Ben, c'était pas dans le temps, un peu plus maintenant, là, mais surtout dans, tu sais, à Gatineau, peut-être, il y a moins de personnes, puis les gars, ils font pas de cheer là-bas, là. Mais mettons, à Montréal, il y a comme... Fait que tout dépendamment de la région... Ouais, c'est rendu c'est plus all-girl, disons, ouais. dans certaines régions, parce qu'on n'a pas la population, ou c'est pas assez populaire. Ouais, puis je dis ça, mais tu sais, quand j'ai commencé à faire des équipes mondiales, c'était en 2015, fait que ça fait quand même 11 ans de ça, fait que ça a beaucoup changé depuis ce temps-là, mais dans le temps, c'était plus all-girl que co-ed, parce que c'était dur à trouver des gars qui voulaient faire du cheer. Puis raconte-nous, à ton expérience à toi, c'est quoi l'évolution que tu as vue pendant ces 10, 11 années-là? Puis qu'est-ce qui est arrivé avec les gars que là, tout d'un coup, ils s'intéressent plus au cheer? Raconte-moi comment tu as vécu ça ou qu'est-ce que tu comprends de ça? C'est vraiment rendu comme un sport différent là, de quand j'ai commencé. C'est plus populaire, de un, fait que ça attire plus de monde. Puis là, il y a comme des émissions qui passent. Je sais pas, il y a comme une émission à Netflix qui a passé. Aux États-Unis, là, hein? C'est ça, aux États-Unis. Puis aux États-Unis, c'est rendu vraiment un gros le cheer, là. Comme les universités ont des équipes, comme c'est vraiment gros là-bas. Puis je pense que ça commence à comme se rendre au Canada un petit peu. C'est comme dans mes premières années Worlds, il y avait 15-20 équipes canadiennes qui allaient aux Worlds. Puis là, c'est rendu que c'est comme des 50-60. Fait que c'est vraiment plus gros, là. Puis c'est pas juste le co-ed, c'est en entier, c'est vraiment plus gros. Quand tu dis des équipes canadiennes qui allaient au World, quand tu dis une cinquantaine, explique-nous un petit peu qu'est-ce que tu veux dire 50 équipes qui allaient au World. Fait que dans le fond, pour te rendre au championnat du monde, tu compétitionnes à des compétitions plus locaux, là, puis tu vas recevoir, on appelle ça un bid, mais c'est une invitation là, pour aller au championnat du monde. Fait qu'il faut que tu gagnes ta place. Que tu te classes. C'est ça. Fait que là, on est rendu qu'on va être une cinquantaine d'équipes qui essayent d'avoir sa place. Non, c'est 50 qui se rendent. Fait il y a encore plus d'équipes, il y en a qui se rendent pas. Mais là, vu que c'est rendu plus gros, ils donnent plus d'invitations aussi. Fait que ça suit un peu... dans le temps, on n'avait même pas 50 équipes, je pense, qui essayaient. Fait que c'est... Super. OK. Puis, raconte-nous ton parcours à toi. OK? So, là, tantôt, avant que le podcast commence, tu me racontais, tu as dit, j'étais au World là. J'étais accommodé. Raconte-nous un petit peu, là, ton parcours à toi comme athlète, les accomplissements que tu as faits. Puis après ça, on pourra aller plus dans le détail un petit peu de toutes ces années-là, mais juste de voir un peu ton cheminement. Ouais, fait que j'ai commencé, j'avais 7-8 ans, fait que quand même jeune. Puis ma première année, c'était une année compétitive. Genre, j'ai vraiment sauté dedans, là, comme... J'adorais ça. Puis j'ai fait ça... j'ai fait tous les niveaux, fait que j'ai fait niveau 1, 2, 3, 4. Puis le niveau 5, c'est la première année que tu peux aller aux Worlds. Fait que ça, c'était en 2014. Fait que j'avais 13 ans. OK. Puis, ouais, fait que j'ai fait les Worlds 2014-15. Fait que j'ai fait 15, 16, 17, 18.
19, c'était la première année que j'ai gagné. Fait que tu as gagné les Worlds en 2018. Ouais, en 2019. 2019. Mes 5e Worlds. Puis là, la COVID, fait que j'ai pas fait les Worlds en 2020. Après, en 2021, on a gagné encore. Puis en 2022, on a gagné encore. Puis à ce point-là, j'avais pris ma retraite parce que j'étais sûre que j'avais tout accompli, ce que je voulais accomplir dans le sport. J'étais prête à comme passer à d'autres choses. Puis là, l'année passée, une de mes amies de cheer m'a texté, elle voulait faire Team Canada, puis elle voulait m'avoir comme voltige, puis elle allait juste essayer si c'était moi sa voltige. J'ai dit, ben voyons, OK, ben je vais sortir de ma retraite, je vais essayer avec toi, puis si on se rend dans l'équipe, on le fait ensemble, puis on s'est fait pris dans l'équipe, puis fait que c'est ça. J'ai sorti de ma retraite l'année passée, puis j'ai fait Team Canada, puis c'est ça. Ouais. Fait que là, juste que je comprenne, puis que les auditeurs comprennent aussi, quand tu dis l'équipe de Team Canada, ben il y a juste une équipe. Ouais, c'est ça. Okay. Mais dans les 50 équipes, là, ils vont choisir. Il y a des personnes qui vont être sélectionnées pour faire partie de l'équipe Team Canada. Ouais, fait que tu fais comme un tryout vidéo, là, puis tu t'envoies ça. Puis il y a peut-être des centaines de personnes qui envoient des affaires, puis ils vont sélectionner ils appellent ça un pool d'athlete pool. Puis là, avec ce monde-là, ils vont faire des camps d'entraînement pour te voir en personne. Puis à ce point-là, ils vont décider qui se rend sur l'équipe. Mais pour All Girls, ça fonctionne un peu différemment parce qu'il faut que tu sois capable de pratiquer avec le monde dans ton stunt. Fait que tu try out un peu en stunt. OK, en groupe. En groupe, ouais, de 4, là, de 2 bases, une back puis une voltige. Puis tu te fais comme sélectionner un peu en groupe parce que sinon, tu peux pas pratiquer avec une base à Vancouver, une voltige à Montréal, puis tu sais, fait ils font ça un peu plus... puis après ça, les groupes se rencontrent et forment une équipe. Ouais, c'est ça. On fait les camps d'entraînement avec tous les groupes. Peut-être on revient, on pratique chez nous, ouais, on retourne avec l'équipe. Ouais. Puis là, ça fait un tout cohérent. Ouais, c'est ça. Chacun joue son rôle ou chacun fait... C'est ça. Au Canada, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un gros pays. Fait que c'est difficile de se rencontrer puis comme de pratiquer autant parce que c'est pas proche Vancouver ou Winnipeg ou whatever. Ben, parle-nous un petit peu comme on dit à Edmundston, c'est pas populaire. On connaît pas trop ça, mais c'est populaire où le cheer? Comme au Canada, là, où c'est vraiment, mettons, plus fort? Je te dirais que c'est comme Toronto, Montréal, puis Vancouver. C'est comme les 3 grosses villes où il y a beaucoup de gyms, il y a beaucoup d'équipes qui sortent de là. Puis ça commence un petit peu sur notre bord Atlantique, là, mais pas gros. Là, il y a des équipes à Halifax, à Moncton, mais c'est tranquillement que ça s'en vient par ici. Là, c'est plus... Donc là, donne-nous une idée. Je suis allé l'année dernière dans un gym. J'avais jamais vu ça. Ouais. Explique-nous à quoi ça ressemble, là, un gym de cheer. Comme si on rentre là, on voit quoi? Ben, il y a comme des sols de tapis. Puis, t'as 9 lisières. Fait que c'est comme des lignes, là. Oui. Puis c'est là-dessus qu'on fait nos routines. Fait que t'as comme un sol de 9 lisières, puis tu sais que toutes tes places, sur quelle ligne, sur quel space, que tu tiens à quel moment. Fait qu'on utilise ça pour faire nos routines, puis c'est comme un sol qui rebondit. OK, c'est ça. Il y a comme des springs en dessous, puis c'est comme un sol de gymnastique, là, dans le fond. Puis des fois, il y a comme des foam pits ou des trampolines pour essayer des affaires. Pratiquer des stunts. C'est ça, pratiquer des affaires avec un peu plus de sécurité. Puis, ouais, c'est ça. Souvent, il y a des bannières. Les plafonds sont super hauts. Oui, les plafonds sont vraiment hauts. Vraiment hauts, ça, c'est nécessaire. Puis, tout dépendamment des gyms, j'imagine, mais quand je suis rentrée, là, il y avait des trophées partout. Ouais, puis il y avait c'est ça, des bannières, des trophées partout. Puis, c'est ça. On essaie d'être fiers de nos affaires. Là. J'ai vu des vidéos d'entraînement où là, on mettait des casques. Oui. Parle-nous un petit peu, là. C'est quoi? Parce que j'imagine qu'il y a des risques, là. À se faire tirer dans les airs et tout ça. Raconte-nous un petit peu ce volet-là du sport. Ben, ouais, l'élément, souvent où on utilise les casques, là, c'est les baskets. Fait que ça, c'est vraiment un élément où on est comme
tirer dans les airs, puis on n'est pas connecté. Fait qu'on est libre dans les airs, on fait quelque chose, puis ils vont nous attraper à la fin. Fait que ça, c'est vraiment hot à faire, puis c'est le fun, mais c'est aussi vraiment dangereux. Parce que là, des fois, quand t'es à l'envers, tu vas te perdre un peu dans les airs. Puis là, quand tu te perds, tu sais pas où le plafond, puis tu sais pas où le sol, fait que tu sais pas comment atterrir. Fait que c'est pour ça qu'on met les casques, au cas où qu'on... Atterrit la tête en premier. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a du monde pour t'attraper, mais on peut pas se fier là-dessus non plus. Des fois, tu passes à travers les mains. Puis des fois, tu vas frapper la tête sur un épaule ou un genou, de quoi de même. Fait que c'est vraiment juste... On le met pas tout le temps, là. C'est vraiment juste comme dans les premiers essais pour qu'on puisse avoir un peu plus de confiance que... OK, même si je me perds, j'ai comme une protection un petit peu. Mais c'est drôle parce que c'est pas fait pour le cheer, c'est comme des casques de lutte, genre. Ouais, c'est ça, je pense. Ouais, fait que, on fait ce qu'on peut, là, pour c'est pas cute, non, mais c'est efficace. C'est ça, okay. Ça fait la job. Raconte-nous un petit peu, là, tu sais, disons, on se prépare, on a été sélectionné pour faire partie d'Équipe Canada, on se prépare pour les Worlds. Ça ressemble à quoi, là? C'est quoi, mettons, le régiment d'entraînement? Ça veut dire quoi? Puis raconte-nous un petit peu, parce que c'était à Orlando, hein? Ouais, le championnat du monde, c'était à ESPN, là, oui. c'était à Disney, là, oui. Orlando. Ça a toujours été là. Okay. Fait que apporte-nous jusqu'à l'événement, puis sur le stage. Apporte-nous vivre ça un petit peu, là, la préparation, puis l'événement lui-même. Ouais, fait que nous autres, c'est un peu différent. Comme quand t'es avec un club, t'as vraiment comme un horaire de pratique, mettons, là. Tu pratiques les lundis, mardis, whatever. Mais avec Team Can, vu que tu pratiques juste avec ton groupe, c'est toi qui fais ton horaire de pratique. Tu pratiques un peu plus indépendamment parce que les coachs sont pas là. Ils sont là, tu peux envoyer des vidéos, tu fais des lives, puis tout ça, mais ils sont pas à toutes tes pratiques. Fait que c'est toi tu te coaches toi-même, puis t'arrives... Il faut avoir un peu de discipline avec Parle-nous ça. un peu de ça. Parle-nous un peu de ça, cette expérience-là, de dire, quand tu fais partie d'une équipe, généralement, mettons, au Québec, là, tu as un coach qui va être sur place, puis on va se préparer pour un événement particulier. Là, on doit être un peu autosuffisant, autodidacte. Puis comment ça se passe en termes de préparation? C'est difficile parce que t'es avec 3 autres filles qui ont des horaires différentes, puis, tu sais, comme, il y a une fille dans notre temps, c'était une mère, fait qu'elle a un enfant à gérer, elle a pas juste son horaire à gérer, puis là, il y en a une qui était paramédic, fait qu'elle a son horaire à gérer, puis tu sais, il y a beaucoup de morceaux, là, puis là, t'as pas quelqu'un qui dit « il faut que tu sois là », c'est vraiment toi qu'il faut que tu t'amènes là, fait que c'est vraiment différent, puis c'était la première fois que j'avais vécu ça, fait que ouais, on a eu de la difficulté un petit peu des fois, là, mais on s'est rendu là. Mais ça, puis fois, est-ce qu'on peut pratiquer s'il en manque une? Non. Ben c'est ça. Fait que là, tu sais, s'il y en a une qui pogne la grippe ou que finalement, ben là, on perd une pratique, là, on essaye de recéduler, mais dans l'horaire de tout le monde, j'imagine que c'est pas super évident. Non, c'est ça. Fait que nous autres, on avait nos journées qu'on faisait à chaque semaine où on essayait, là. On avait comme... les lundis, les mercredis, on pratiquait à ce gym-là. Puis les vendredis, des fois, si tout le monde était libre, on pratiquait encore. Puis, tu sais, des fois, ça arrivait que, comme tu dis, il y avait du monde malade. On allait 2 semaines sans pratiquer. Puis là, on a un camp d'entraînement qui s'en vient, puis on vient de manquer 2 semaines de pratique. Fait que là, on est comme en mode panique un peu. Puis on va faire comme 3 jours de pratique de suite avant de partir. Fait que c'est pas toujours la même horaire. C'est sûr que tout le monde a leur propre... entraînement qu'ils font en dehors, mais c'est pas la même affaire pantoute. Puis comment ça fonctionne? C'est que l'Équipe Canada vous dit « Voici la routine, vous devez pratiquer et réussir telle chose ». Est-ce que c'est ça? Un petit peu, ouais. Ils nous donnent des devoirs, ils appellent ça des devoirs. Ils vont nous donner comme un spreadsheet de choses à faire. Mettons, c'est comme de faire un élément 5 fois de suite, puis de le filmer sans couper. Comme ça, ils peuvent voir même tes erreurs. C'est ça qu'ils disaient tout le temps, qu'ils voulaient voir nos erreurs. Mais c'est sûr que nous autres, on voulait pas montrer nos erreurs. Fait on faisait notre 5 fois de suite, peut-être 5 fois pour avoir une bonne... des bons stats, là, d'envoyer une vidéo avec au moins 4 réussis, genre. Tu sais, fait que c'est un peu... C'est pas parfait comme système, là, mais c'est ça, ils nous donnent des affaires à faire, puis on filme ça, puis on envoie
Mais puis c'est public à toute l'équipe de voir. Mhm. Fait que t'es vraiment comme quasiment en compétition avec les autres groupes parce que tu veux... En anglais, on dit accountability. Ouais, c'est ça. Fait que là, faut que tu démontres que tu fais ton travail, puis où tu es rendu dans ton cheminement. Ouais. Puis là, tu as les yeux de tout le monde, parce que tout le monde faut être accountable, parce qu'on fait partie de la même équipe. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ils faisaient des pratiques en live, là, où tu les appelais en FaceTime, genre, puis tu faisais ta petite pratique. OK. Puis ils étaient là pour donner des petits mots d'encouragement, mais... Est-ce que, mettons, aux États-Unis, qui ont une équipe quand même forte, est-ce que, parce que c'est quand même grand les États-Unis aussi, est-ce qu'ils ont le même défi d'avoir à voyager entre les États, etc., ou ils ont un système différent qui les avantage plus? Je pense de ce que je comprends, aux États-Unis, oui, ils voyagent beaucoup comme nous autres, mais ils font des camps plus souvent. Comme ils font faire des camps à chaque 2 semaines, mettons. Fait que ça coûte encore plus cher aux États-Unis. Mais ça, je suis pas sûre, parce que il me semble les vols aux États-Unis comme sont moins chers comme entre les States, là, mais tu peux trouver des vols là comme peut-être 50$ là, pour faire des petits vols de... T'es pas professionnel, mais ça prend énormément de ton temps, j'imagine, si tu te rends compte à toutes les 2 semaines. Ouais, ben aux États-Unis, c'est... Eux autres, là, c'est leur vie. C'est eux autres qui font ça professionnellement. Puis eux autres, c'est un peu plus... Comme, je suis pas mal sûre qu'ils font de l'argent, eux autres. C'est plus subventionné. Ouais, puis ils ont plus de sponsorship, puis des affaires de même, fait que c'est moins compliqué à... Ils font des émissions de TV. Ouais, c'est ça. Ils sont sur Netflix, puis ils n'ont plus rien à payer, là. Fait que OK. Fait que là, vous pratiquez, vous avez des sessions d'entraînement où là, vous devez démontrer vos accomplissements, ce que vous êtes rendu. Ouais, les sessions d'entraînement, ça se passe où, puis comment ça fonctionne? Ça va se passer dans des villes différentes, comme... Ça dépend un peu de où ce que l'équipe vient majoritairement. Ils essaient de garder ça comme proche, là. Mais comme, mettons, l'année passée, on a fait un camp à Québec, un camp à Vancouver, un camp à Ottawa, un camp à Winnipeg. Puis là, il y a le camp de Floride qu'on fait avant la compétition. Fait que là, il y a comme 5 occasions de travailler ensemble. Ouais, c'est ça. Puis raconte-nous, moi j'ai entendu que c'était super intense, là. Ouais. Raconte-nous un petit peu les camps d'entraînement. Pour monsieur, madame, tout le monde, là, on fait du cheer, là. Ouais. Ça veut dire quoi, je m'en vais d'un camp d'entraînement, là? Ouais, fait que vu qu'on a comme tellement pas beaucoup de temps ensemble, on profite vraiment de notre temps. Fait qu'on a des camps de 4 jours d'habitude, puis ça va être des blocs d'entraînement d'environ comme 3-4 heures à la fois. Fait que tu vas faire comme un 8-9 heures le matin à comme midi. Puis là, on fait un lunch break. On va revenir. On fait comme un 2 à 6-7, genre. Puis là, tu manges à souper. Puis des fois, il y a comme un autre bloc à la fin de la soirée. Ça dépend un peu, là. Ils sont tous un peu différents. Mais souvent, c'est 8-9 heures de cheer par jour. Puis là, explique-nous. Parce que là, moi, dans ma tête, là, je jouais que... On te flippe dans les airs pendant 3 heures de temps, là, mais c'est probablement pas ça, là. Pas tout le temps. Il y a des fois que oui, là. Des fois, on drill tout, puis on fait que tu peux être 3 heures d'affilée. Oui, tu peux faire 3 heures de non-stop, on drill ce stunt-là. Parce que c'est des reps qu'il faut, là. Souvent, c'est les pyramides, parce que les pyramides, ça prend tout le monde. Puis vu qu'on se pratique juste ensemble... C'est 5 fois par année, il faut qu'on drill les pyramides, puis il faut qu'on les fasse. Fait qu'explique-nous, là. Une pyramide, moi, je me souviens, je faisais ça à petite école, là. On était 4, puis on montait, là. Ouais. Mais une pyramide, dans le cheer, c'est d'autres choses, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a comme... On appelle ça des semi-bases, puis des voltiges. Fait que moi, je suis semi-base dans une pyramide parce que je suis voltige. Fait que je vais être sur les épaules à quelqu'un debout. OK. Mais je vais lever quelqu'un aussi. OK. Fait que je suis comme un entre-deux. Je suis comme une voltige puis une base. Puis on parle de combien d'étages, là? 3 c'est le maximum. Fait qu'on va avoir la base, on va avoir les semi-bases. Puis la voltige. Puis, est-ce que les voltiges dans les pyramides, là, j'imagine qu'ils ont une position difficile. Ouais. Puis, quand ils sortent de la pyramide, ils flippent ou quelque chose. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a du monde qui les attrape. C'est ça. On appelle ça un dismount. Fait qu'on monte, puis on dismount. On monte, puis on dismount, c'est ça. Ouais. Okay. Puis... Sur la musique.
sur la musique, sur des comptes. Okay. Fait que c'est vraiment toute une performance, là. Okay. Puis c'est ça, l'autre moitié du temps, c'est la chorégraphie, puis de se placer dans nos lignes, puis nos lisières, Puis c'est ça, dans les camps d'entraînement, tu sais, si j'essaie de me situer un petit peu, là, t'as les tumbling. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on pratique plus quand on est chez nous, puis individuellement? Ouais. Ou il y a quand même des choses qui se passent dans les camps d'entraînement où on va faire des flips, des choses comme ça? Pas vraiment. Rendu sur Team Canada, c'est vraiment ce que tu as comme tumbling. Tu devrais maîtriser ça déjà. C'est ce que tu as, puis si tu es capable de le faire, ça va être dans la routine, puis c'est toi qui es responsable de le réussir. Okay. Dans une équipe civile, compétitive, ils prennent plus de temps sur les pratiques pour faire ça. Wow, c'est quand même incroyable de voir le cheminement et les accomplissements de tous les boursiers Élan Jeunesse. Marc, vous en avez fait beaucoup pour la communauté. Peux-tu nous dire un peu comment ça a commencé la fondation et la mission première? Mon père souhaitait redonner à la communauté. La fondation était la meilleure façon d'organiser les choses et de soutenir l'idée à long terme. La mission première de la fondation est de soutenir les étudiants dans la réalisation académique. Merci beaucoup, Claude, de promouvoir la Fondation et la jeunesse à travers ton podcast. Raconte-moi d'un camp d'entraînement à l'autre, si on en a 5, là, c'est quoi l'évolution? Puis, un peu comment est-ce que ça se passe, comme pour l'athlète là, qui va dire, je reviens chez nous, là, j'essaie d'avoir un horaire où je peux m'améliorer, mais je vais peut-être aux études en même temps, puis j'ai peut-être un travail en plus. Puis, fait que là, je coordonne tout ça. Un autre camp d'entraînement, à quoi ça ressemble? Un autre camp d'entraînement. Puis, c'est quoi l'évolution là, d'un camp d'entraînement à l'autre? Ouais, ben c'est sûr que les éléments viennent de plus en plus difficiles, puis les camps ils deviennent de plus en plus difficiles aussi. C'est vraiment dur sur le corps. Mettons, au premier camp, en fin août, on est comme au pic de notre comme forme physique. Ben pas notre forme comme musclée, là, mais on n'a pas de bobos. Rendu en avril, tout le monde a des bobos, mais on n'a pas le choix. Fait qu'on continue. OK. Parce que les Worlds sont... En avril. C'est ça. Fait que le plus qu'on se rapproche, le plus qu'il y a de blessures aussi, parce qu'on s'entraîne pour des 8-9 heures de suite, puis... Parle-nous de ton expérience l'année passée, parce qu'on en a parlé un peu avant, mais tu sais, tu t'entraînes tout un an, puis on n'est pas à l'abri des blessures. Non. Qu'est-ce qui arrive, là, si, dans un camp d'entraînement, ou... Parce que là, vous êtes combien, disons, à l'équipe Team Canada? Sur l'équipe, on est 26. Bon. Fait que sur 26, ça se peut qu'il y en ait un qui se vire une cheville ou qui va au ski puis qui fait une commotion, ou peu importe, dans sa vie personnelle, mais aussi dans les entraînements, il peut arriver des blessures. Raconte-nous un petit peu ton expérience de l'an dernier. Ouais, ben c'est ça. Nous autres, on a eu une expérience un peu pas le fun, où on s'est entraîné toute l'année, puis rendu à notre dernier bloc d'entraînement avant les Worlds, on a eu une blessure qui a fait qu'elle ne pouvait pas compétitionner. Fait que ça, c'était un peu difficile à gérer parce qu'on avait tout fait notre routine. T'sais, tout est vraiment comme dernière minute, on fait plus de changements, comme tout le monde à leur place. Puis là, il nous reste peut-être 2 heures de pratique à notre camp, puis il faut remplacer quelqu'un. Fait que ça, c'est pas facile parce que tout le monde a leur rôle. Fait que pour avoir quelqu'un, on a des alternates. Fait que de prendre notre alternate, que ça fait 4 jours qu'elle est là à comme pas rien faire, mais tu sais... Elle observe. Elle observe, puis elle spot, puis tu sais, elle est pas réchauffée, là. Elle est là pour plus regarder. Fait que là, il faut qu'elle rentre, elle prenne sa place, elle apprenne sa routine, elle soit capable de faire tous les mêmes éléments, parce que, tu sais, c'est pas facile ce qu'elle faisait. Puis qu'elle ait comme une relation avec le monde dans le stunt, parce que faut que je la trust si je vais la laisser me lever dans les airs. Fait que c'est toutes des affaires qu'on a 2 heures à faire, que d'habitude, ça prend 1 année. Fait que ça, c'était spécial. Puis c'était stressant. Puis ouais, c'est ça. Fait que raconte-nous un petit peu comment tu as géré ça, ce stress-là. Parce que dans le fond, ça fait partie d'être capable... Parce que les imprévus, ça arrive. Ouais. Ça arrive, puis dans le sport, il faut pouvoir
mettons, surmonter les obstacles. Comment tu as vécu ça au niveau du stress? Puis comment tu as réussi à obtenir les meilleures performances que tu pouvais dans le contexte? Comment tu as géré ton stress, toi? Ouais, ben, je te dirais qu'au début, j'étais vraiment en déni, là. J'étais comme... Parce que, tu sais, ça arrive souvent que le monde va se blesser, mais c'est jamais si grave que ça que le monde va sortir puis qu'ils sont pas capables de compétitionner. Fait que tu disais, dans ma tête, c'était comme, elle prenait une pause puis elle allait revenir. Fait qu'au début, quand l'autre fille a comme rentré puis on faisait des stunts ensemble, j'étais comme... Pas que je me forçais pas, mais j'étais comme, OK, c'est correct, ma base, elle va revenir. Fait que j'étais pas trop stressée. J'étais pas rendue là. C'était vraiment plus comme un... OK, tu sais, je vais le faire pour l'instant, mais tu sais, ma base, elle va revenir. Fait que je pense vraiment que j'étais dans le déni, comme pour un bon bout. Il y a comme un deuil, là. Un deuil de ta collègue, là. Puis la première étape du deuil, c'est le déni. C'est ça. J'étais juste comme, non, c'est correct. Ça va bien aller, elle va revenir. Puis, tu sais, après ça, ce soir-là, on est allé parce que la fille qui s'est blessée était dans ma chambre d'hôtel. Fait que, tu sais, on a eu comme un petit chat, puis elle était comme, non, je pense vraiment pas qu'ils vont me laisser compétitionner, comme... Ils veulent pas me clearer, puis tout ça. Puis c'est là que la panique a comme commencé à comme... J'étais comme, oh mon Dieu, comme, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme si... Elle, c'était vraiment ma personne, comme... Parce que toi, ben, vous êtes... Tous les membres de l'équipe sont importants. Oui. Mais tu es comme une personne clé parce que, dans le fond, c'est toi qu'on va voir faire les... Oui, c'est moi que tout le monde va regarder, dans le fond, là. Elle... C'est plus facile de remplacer une base dans ce sens-là parce que, comme, toutes les bases, ils font la même affaire dans leur stun. Mais comme les vodiges peuvent être différentes. Puis, ouais, c'est ça. Mais c'est là que j'ai comme commencé à paniquer parce que c'était vraiment ma personne. Puis, pas juste dans le cheer, là, c'est comme une de mes meilleures amies, comme en dehors. Fait que ça m'a comme vraiment fait de la peine aussi qu'elle peut pas faire la compé avec moi. Fait que j'étais comme... Ça, c'est-tu l'amie qui t'avait dit... Veux-tu venir oui, avec moi? C'est elle, oui. OK, oui. Fait que, tu sais, c'est la copie. C'est ça. Ça m'a comme vraiment brisé le cœur. J'étais comme... Voyons, je peux même pas faire ça avec la personne qui m'a sorti de ma retraite. Puis comme tout... J'étais vraiment comme... stressée parce que je voulais le faire pour elle. Mais en même temps, je voulais juste pas le faire pantoute parce que je voulais pas le faire sans elle. Fait que j'étais comme... Il y avait comme un genre de conflit intérieur. Oui, vraiment. Puis c'était vraiment difficile la journée avant la compé parce que on était toutes comme pas là mentalement, là. Comme notre stunt, là, on était toutes un peu tristes puis un peu stressées puis on savait pas trop quoi faire. Puis nous autres, on pensait même pas qu'il allait nous mettre sur le floor. On pensait qu'il allait prendre le stunt alternate. Fait que de garder toute l'autre équipe le stunt qui ont d'extra, pratiqué là, ensemble, de vous remplacer au complet. C'est ça qu'on pensait qu'il allait fait faire. que tu savais même pas, il y avait de l'insécurité. Ouais, là. on savait même pas si on allait compétitionner. Même compétitionner? Puis, tu sais, c'est ça, il y avait tellement de choses qui pouvaient changer puis qui étaient pas, comme, claires à ce point-là que, comme, on pouvait même pas gérer notre stress parce qu'on savait pas c'était quoi le stress, genre. T'as-tu dormi? Non, non, pas pantoute. Je pense qu'on a resté debout, comme on parlait, on savait pas trop comment gérer ce stress-là. C'était le lendemain? Le lendemain, ouais, c'est ça, le lendemain, on partait parce qu'on était comme à 2 heures d'Orlando. Fait que le lendemain, on partait pour Orlando, puis on avait comme une pratique dehors. C'était même pas une pratique comme une vraie pratique, là. C'était comme une petite pratique dehors. Puis après ça, on pratiquait dans le gym où ce qu'on allait compétitionner. Fait que t'avais comme une pratique. C'était 2 pratiques de comme 1 heure. Fait que dans le fond, comme une pratique de 2 heures. Là. Puis après ça, le lendemain, on compétitionnait le matin. Fait qu'il fallait bâtir la confiance sur cette pratique de 2 heures-là. Ouais, avec la nouvelle fille. C'était ça le... Ouais. C'était ça qu'on avait. Fait que comment t'as géré ça? Comment t'as réussi, disons, à gérer ce niveau de nervosité-là, de dire faut que je fasse confiance ou comme faut que je mette ça de côté. Raconte-nous un petit peu. Dans ta tête, ça s'est passé comment? On dirait que j'ai comme un peu de la misère à m'en rappeler parce que je pense que j'étais juste comme remplie d'émotions puis j'avais pas le choix de performer. Ça, je le savais. Quand ils m'ont dit que c'était moi qui allais performer, là, j'étais comme dans la tête, OK, mais là, j'ai pas le choix. Fait que j'ai comme 2 options. Je peux soit paniquer puis comme faire de la merde puis pas bien faire mes affaires, ou je peux juste
me concentrer, faire ce que j'ai à faire, puis comme demain, ça va être fini, puis j'aurais pu à y penser, là, tu sais. Fait que ta stratégie, ça a été que là, j'ai un choix, puis il faut que je focus. Ouais. Ça a été ça un peu. C'est ça. Parce que j'avais pas le choix que j'allais compétitionner. Comme, même si je voulais pas le faire sans mon ami, j'avais pas le choix. Okay. Fait que j'étais comme... Je peux le faire comme de bonne manière ou je peux le faire où ce que je suis vraiment pas de bonne Fait que humeur. c'est là que Ouais. on refocus. Ouais, puis c'est pas juste mes émotions que j'ai à gérer, il y a une équipe au complet. Fait que si moi je suis mauvaise humeur ou comme j'ai une attitude de marde, les autres ils vont le ressentir aussi. Fait que j'avais vraiment pas le choix dans ce point-là. Là. J'étais comme faut juste que je fasse mes affaires puis je peux être triste après, tu sais comme. Okay. Fait qu'on met tout ça sur pause. Ouais, c'est ça. Puis on fait la job. Ouais, puis t'es un peu, ouais. Puis t'es toujours entouré de monde. T'as pas vraiment le temps d'être seul avec tes émotions. Puis ça va tellement vite que t'as juste pas le choix. T'as juste pas le choix de le faire. Puis comment ça a été? C'était pas ce qu'on voulait. C'était un peu une déception. Okay. Puis ça a été vraiment difficile. Comme sur le coup, j'ai vraiment eu de la misère. Parce que je pensais que c'était de ma faute. Mais j'ai toujours été de même. Je pense toujours que c'est de ma faute. Je sais maintenant que c'était pas ma faute. Mais sur le coup, j'étais vraiment, vraiment déçue. Puis j'ai comme braillé pendant comme 2 jours de suite, là. Puis je suis vraiment pas quelqu'un qui braille. Fait que c'était à ce point-là que j'étais comme... Et je pense aussi... Fait que t'as fait un retour, une sortie de retraite. Ouais. Puis là, ça se passe pas pantoute comme on souhaiterait. Ouais. Puis on était un peu... pas démoli, mais ébranlé. Ouais. Puis, bon, j'entends souvent ça, des athlètes qui vont prendre sur leurs épaules ou qui vont être très durs sur eux-mêmes. Puis là, tu me dis, moi, j'ai tendance à faire ça. Ouais. Ouais, mais d'habitude, c'est pas à ce point-là, mais tu sais, j'ai jamais eu de déception de même non plus, fait que là, c'était ta première... C'était vraiment la première grosse déception que j'ai eue, puis ouais, j'ai peut-être pas géré ça comme il faut, là, mais j'ai jamais vécu ça, fait que je savais pas comment gérer ça. Avec un recul aujourd'hui, tu sais, t'as eu le temps d'avoir un regard différent ou une compréhension différente. Qu'est-ce qui est ta compréhension aujourd'hui de dire, OK, là, j'étais dur sur moi-même, puis là, j'ai pris ça de cette façon-là, mais finalement, tu sais, j'aurais peut-être pu comme gérer ça différemment. Fait qu'avec un recul, peut-être, c'est quoi les stratégies que tu dirais? J'aurais peut-être pu faire ci ou j'aurais peut-être pu le voir comme ça maintenant, disons. Ouais, ben... Premièrement, je pense, avant qu'on ait compétitionné, j'avais vraiment, genre, shut down, dans un sens, parce que, comme je t'ai dit, je m'en rappelle pas vraiment, puis les émotions étaient vraiment, comme, élevées, mais je le montrais pas parce que c'était comme go time, puis c'était vraiment comme... Mais peut-être ça m'aurait aidé de, comme... prendre un moment de comme accepter que j'étais déçue, que ma base était pas là, puis comme de prendre le temps vivre l'émotion. De vivre l'émotion, puis de me laisser être déçue avant de ressauter dans de mode professionnel, puis de comme, faut que je fasse. C'était juste go, go, go. C'est ça. C'était trop vite, puis on dirait que j'ai comme pas eu le temps de vivre mes émotions. Fait que s'il y avait une autre situation dans le futur qui se présenterait, mettons, tu as appris de ça, puis peut-être que dans le futur, tu prendrais un moment pour te ressaisir ou pour accepter ce qui se passe. Puis ça pourrait être un résultat un peu différent? Peut-être, mais il faut aussi savoir que c'était comme vraiment quelque chose qui était hors de mon contrôle. Fait que le fait que je me blâmais, c'était comme un peu... Déjà, là, j'avais pas vraiment besoin de faire ça parce que c'était tellement une situation hors de notre contrôle. Comme, j'aurais pas pu prévenir sa blessure. Fait que dans ta perception, si tu aurais eu ce raisonnement-là, tu aurais peut-être pleuré quelques heures au lieu de 2 jours. Ouais, peut-être. C'est sûr que j'aurais été déçue quand même. Ben oui, c'est sûr. Ça aurait peut-être frappé moins fort, mais je pense que j'avais tellement comme poussé mes émotions en arrière pour me rendre au moment de compétition que comme après, quand j'ai été déçue, ça a comme tout sorti en même temps. C'était comme... Mais là, je suis certain que tu n'as pas été tout le temps déçu. Non. Raconte-nous, disons, un des plus beaux moments de ta carrière, ça aurait été quoi? Je te dirais, la première fois que j'ai gagné les Worlds, c'était vraiment un moment comme... C'était un rêve réalisé, là. Comme moi, toute ma carrière, peut-être pas toute, là, mais
quand j'ai connu que les Worlds existaient, c'était rendu comme un objectif que je voulais gagner les Worlds un jour, à comme 12 ans. Puis j'étais comme, c'est mon rêve, c'est ça que je dois faire. Puis j'ai tout fait que je pouvais pour me rendre là. Puis ça voulait dire, à l'âge de 17 ans, j'ai fait une équipe à Montréal quand j'habitais à Ottawa. Fait que là, je faisais un trajet de 2 heures pour aller à mes pratiques, puis un trajet de 2 heures pour retourner chez moi le soir. Faut que tu veuilles, hein? Ouais, puis j'étais dans ma 12e année, fait que, tu sais, j'étais à l'école. Puis c'est busy, là, une des 12e année, ouais, là. c'est une année comme importante quand même, puis ouais, c'était... J'ai fait gros de sacrifices pour ça, mais je savais que c'était la seule manière que j'allais me rendre à mon objectif. Tu sais, à Ottawa, il n'y a pas... Ben maintenant, les gyms sont plus rendus là, mais dans le temps, c'était comme... J'allais pas me rendre championnat du monde à Ottawa. Il fallait que je sorte de là puis je fasse de quoi. Puis tu sais, j'ai été chanceuse, comme ma mère elle m'a vraiment poussée à aller chercher ça, puis elle m'a aidée, puis elle m'a conduit à mes pratiques, puis tu sais, elle a fait ses sacrifices. C'est ça, elle a fait ses sacrifices aussi, là, puis ça a valu la peine. J'ai gagné ma bague, puis tu sais, j'ai réussi ce que je voulais réussir, puis... Puis raconte-moi, là, ton émotion de ce moment-là, de performer sur ce stage-là, puis finalement, que vous êtes gagnant. Oh, c'était tellement le fun. J'ai capoté, comme... L'expérience était stressante, mais je savais que le stress que je ressentais, c'était parce que j'étais capable de me rendre là. J'aurais pas senti ce stress-là si j'allais juste pour le fun. Tu sais, puis les autres années que j'allais aux Worlds, on savait qu'on n'allait pas gagner, on allait pour l'expérience, on disait. Mais là, c'était la première année que j'y allais, puis j'étais comme, OK... Tu savais qu'on avait une équipe... C'est ça, j'étais là, j'avais la chance, il fallait juste que je fasse mes affaires, puis la médaille était à moi, là, puis... Moi, j'ai bien géré ça, je pense, à cet âge-là, je peux dire. Puis, comme on dirait que c'était plus un excitement qu'un stress. J'étais plus comme... C'est ma chance de le faire. Let's do this, comme, là. Je peux réaliser mon rêve, pourquoi je le ferais pas? Genre, je suis là, je peux le faire. Puis... j'ai gagné ma médaille. Est-ce que tu dirais que ça, parce que au niveau de la psychologie de la performance, on va parler de, mettons, excitement versus stress, puis que quand on est capable d'être dans l'excitement, généralement, on a un peu des meilleures performances que quand on est stressé. Est-ce que toi, tu l'as vécu, de dire quand je me sentais excité, ça se passait un petit peu mieux, puis quand j'étais un peu trop stressé, ça se passait moins bien. Est-ce que toi, tu as vécu cette expérience-là? Ouais, mais moi, j'étais vraiment quelqu'un que, comme backstage, mettons, j'étais pas stressée. Okay. Comme moi, j'étais là pour du business, je faisais comme c'était le fun. Là. Moi, j'y allais, je performais, puis c'était drôle, mais j'étais comme show-off un peu. Je voulais me montrer comme que j'étais bonne. Puis c'est vraiment drôle parce que dans la vie de tous les jours, je suis vraiment quelqu'un de gêné, puis je suis pas quelqu'un qui va comme show-off, là, mais dans le cheer, c'était mon affaire, je voulais me montrer. Nice. Puis, moi, j'aime ça parce que souvent, on va voir les athlètes qui réussissent, qui ont cette capacité-là de voir, mettons, la performance comme quelque chose de positif et non comme une menace. Ouais. Puis c'était un peu ça, tu me dis, là, c'était comme, OK, là, comme, j'ai hâte, là, tu sais, je veux faire ma show, là. Ouais, c'était la partie le fun pour moi, c'était d'aller comme compétitionner. Comme si j'avais toujours comme un petit, comme, un feeling de comme, ouh, tu sais, mais j'étais pas stressée, c'était vraiment comme... C'était un bon stress. Ouais, comme j'étais jamais comme... Tu sais, il y avait souvent du monde là, qui allait comme être malade backstage parce qu'il était tellement stressé. Comme ça, c'était vraiment pas moi. Là. Moi, j'étais comme la première en avant, prête à rentrer. Là. Nice! Fait que j'aime l'attitude, là, mais tu sais, je peux te dire, il y a comme 2 fois dans ma carrière que j'ai été stressée backstage, puis c'était aux Worlds l'année passée. C'était une situation un peu différente. Puis l'autre fois, c'était... La première année que j'ai gagné les Worlds, la journée des finales, on était en première place avant, on savait qu'on était en première place avant de compétitionner. Puis l'équipe en 2e place était rien qu'à 2 points. Fait qu'on savait qu'il fallait qu'on fasse comme la routine de notre vie, sinon on n'allait pas gagner. Puis vous l'avez fait. Puis on l'a fait, ouais. Avant le podcast, je t'ai demandé une citation. Oui. Puis ça va vraiment avec ce qu'on jase, là, tu sais, mais tu dis « Pressure is a privilege ». Yes. Raconte-nous un petit peu pourquoi cette citation-là, elle te parle,
Puis c'est quoi la signification pour toi là, de cette citation-là? Ouais, ben, j'étais toujours un athlète qui performait vraiment bien sous pression. C'était comme... Tu sais, mes coachs faisaient toujours des jokes que, comme il fallait qu'ils me mettent un peu de pression pour que je fasse mes affaires parce que sinon, j'étais pas assez motivée. Mais pour moi, c'est plus, comme j'ai dit tantôt un peu, là, comme t'aurais pas ces pressions-là, si t'es pas capable de te rendre à tes objectifs. Comme, la raison pourquoi tu ressens cette pression-là, c'est parce que t'es capable. OK. Comme, ouais. Le plus de pression que tu ressens d'habitude, ben pour moi au moins, là, ça veut dire qu'il y a plus de choses que tu es capable de faire, comme, mettons, gagner des championnats, ou ou faire l'équipe Team Canada, ou comme faire un nouveau skill qui n'a jamais été fait. Comme tu vas pas ressentir la pression si tu n'es pas capable de le faire. OK, intéressant. C'est comme une manière de te motiver un petit peu, parce qu'il y a souvent du monde qui vont faire comme fight or flight dans des situations de pression. Puis tu veux être le fight, tu veux pas faire le flight. Fait que c'est ça, toi, tu arrives à transformer ce sentiment-là en fight. Ouais, puis c'est ça qui fait que c'est un privilège parce que ça te motive, puis ça te rend à tes objectifs. Puis sans cette pression-là, tu serais pas capable de te rendre là. OK. Ouais. Fait que c'est ton interprétation de la pression qui est comme yes. Ouais, c'est comme une chance qu'il y a quelqu'un qui met de la pression, sinon j'ai rien, comme il y a rien qui me motive pour le faire, tu sais. Puis j'ai souvent eu des coachs qui ont été vraiment, vraiment difficiles avec moi, puis comme qui ont vraiment été sur mon dos, puis comme quasiment qui me lâchaient pas des fois, là, ils étaient vraiment comme sur mon cas. Puis tout le monde me disait, ben c'est parce que tu as le potentiel. Puis, tu sais, dans le temps, j'étais pas contente parce que j'étais comme, ben voyons, comme lâche-moi, je fais de mon mieux. Et comme maintenant, je peux le voir, puis comme je serais jamais devenue l'athlète que je suis devenue s'il n'aurait pas mis cette pression-là sur mon dos, parce que sinon, j'aurais abandonné. Mais vu qu'ils m'ont comme tellement poussée, puis que j'ai été capable de le surmonter, ben j'ai eu beaucoup de comme succès dans ma carrière. Fait que, ouais. Super, ben c'est intéressant d'avoir cette perspective-là ou cette façon-là de voir les choses avec ton expérience, là, tu sais, là. Parlons un peu de l'aspect mental. Donc, tu sais, il y a beaucoup de... Disons, c'est un peu dangereux, le sport, jusqu'à un certain point, là. Puis, tu sais, c'est quand même exigeant parce que c'est beaucoup de pratique. Puis, tu sais, ça vient dur sur le corps, tout ça. Parle-moi un petit peu de... Disons, si on parle de santé mentale, tu sais, toi, tu as côtoyé plein d'athlètes, tu sais, t'as vu... est-ce que c'est un sport qui peut devenir difficile sur le mental, disons, pour les athlètes là, qui pratiquent ce sport-là? Ouais, surtout comme en étant voltige, puis voir les autres voltiges, je peux dire que c'est peut-être la position la plus difficile mentalement, parce que tous les yeux dans la foule, les coachs, comme c'est toujours toi qui vas être la raison pourquoi il y a quelque chose qui a tombé. T'sais, sans faire par exprès un stunt qui tombe, ça va être « Ah, le stunt a tombé ». Fait que, tu sais, de toujours entendre ces mots-là, c'est vraiment difficile de pas se démotiver quasiment parce que c'est toujours toi l'erreur. Même si c'est pas toujours toi l'erreur, mais c'est toujours ton nom, puis c'est toujours associé à toi. Fait que ça, j'ai vu ça souvent, que des filles, que... c'est difficile de toujours... C'est pesant à porter, genre. C'est pesant, ouais. Parce que tu travailles fort. Ouais. Puis des fois, c'est pas de ta faute. C'est pas de ta faute, c'est les bases qui sont peut-être fatiguées puis qui sont pas capables, mais c'est toi qui tombes. Fait que c'est toi l'erreur. Puis là, quel impact ça a, ça? De, à répétition, être la personne qui est responsable de l'échec de l'équipe, disons. Quel impact ça peut avoir chez mettons, les athlètes, là, si on voit en général, peut-être des choses que tu as vues, des choses que tu as entendues, mais quel est l'impact que ça peut avoir chez les athlètes? Je pense que la plus grosse affaire, c'est la confiance de soi. Tu sais, j'ai vu des athlètes comme qui trouvent qu'ils sont pas bonnes, même moi, là, j'ai eu des moments où je me doutais, j'étais comme, pourquoi je suis ici, comme, j'ai rien à faire comme sur Team Can, j'étais comme, je suis pas assez bonne pour être ici. Après une pratique difficile, je me disais des affaires de même. C'est dur de t'entourer avec du monde qui sont vraiment comme les meilleurs des meilleurs, puis de pas performer au même niveau, puis de être
l'erreur à chaque fois, c'est comme tu commences à te dire des affaires comme j'ai pas ma place ici ou tu sais. Puis ouais, c'est vraiment une confiance. Fait que là, ton discours intérieur vient affecter ta confiance. Puis là, quand t'es moins confiant, ben tu performes moins bien. Puis là, il y a une séquence. C'est souvent ça. Puis comme au camp d'entraînement, là, j'arrivais des camps, puis on dirait que ma confiance était comme... Elle n'existait plus. Parce que c'était juste... T'es entouré par des athlètes tellement comme bonnes, puis professionnelles, puis comme tu te compares aux autres. T'as pas le choix parce que t'es toujours en compétition. Fait que même si t'es dans la même équipe, ouais, c'est ça. On se compare, puis là, on va, mettons, se dévaluer. Ouais. Puis tu sais, des fois, là, comme... Tu sais, il y a quelqu'un qui va avoir une pratique un peu plus tough, puis tu vas pas les juger pour ça, là. Moi, j'ai jamais pensé que les autres filles dans mon équipe étaient pas bonnes, mais moi, je le pense de moi-même. Fait que, tu sais, c'est un peu trop que tu te compares aux autres ou comme t'entends trop souvent que c'est toi l'erreur, puis... On dit qu'il faut relativiser, fait qu'il faut avoir un regard plus large là, que d'être coincé dans notre façon de voir les choses. Mais, tu sais, si on parle de psychologie de la performance, chez les athlètes, disons, on va souvent parler, mettons, de visualisation, on va parler de respiration, on va parler de... Il y a des athlètes qui passent avec la méditation. Qu'est-ce qui est important dans le cheer? Puis, tu sais, à ton niveau, à toi, est-ce qu'il y a des outils que tu as déjà utilisés puis que tu dis, ouais, écoute, ça, moi, je l'ai expérimenté puis ça aide? Ou, à l'inverse, tu dis, ben moi, j'ai essayé ça, puis ça marche pas pantoute. Tu sais? Ouais, mais la visualisation, c'en est un. Parce que, comme j'ai dit tantôt, tu sais, comme tu fais des éléments, des fois, t'es à l'envers, tu te perds. Fait que de pratiquer les éléments dans ta tête pour savoir un peu... C'est un peu le contrôle du corps, là. Fait que le pratiquer dans ta tête, des fois, ça peut aider. Et moi, j'avais jamais fait ça avant. Puis là, l'année passée, j'ai eu comme un petit blocage mental sur un de mes éléments parce que je m'avais perdu à l'envers. Puis après ça, j'ai vraiment eu peur de le refaire. Puis ça a pris comme un bon mois et demi, 2 mois avant que je le refasse. OK. Puis là, tu perds du temps, là? Ouais, tu perds du temps. Puis là, il y avait des camps d'entraînement qui approchaient. Fait qu'à un moment donné, j'avais comme pas le choix. Mais pendant ces mois-là où ce que je le faisais plus, je le visualisais souvent pour essayer de comme... Tu sais, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment fait souvent dans ma vie. Puis il y en a juste un qui a comme mal... Je sais pas, il y a quelque chose... ça a bloqué là. Ouais, puis là, ça a bloqué là. Puis il faut que je me rappelle que comme mon corps sait quoi faire. C'est ma tête qui va m'arrêter. Fait que c'est la confiance. C'est la confiance. C'est vraiment la confiance qui pogne un coup dans... Puis là, la peur de se blesser ou la peur... Ben, c'était même pas de me blesser. On dirait c'était comme... Je peux même pas l'expliquer. Comme je me plaçais, je faisais mes respirations, puis dès que je mettais mon pied, mon corps arrêtait, puis j'étais comme non, je peux pas. Okay. Puis je m'enlevais du stunt, genre. Fait que c'était comme ton... C'était comme pas toi, c'était ta tête. Ouais, puis c'était comme... qui bloquait là. Ça allait juste comme noir dans ma tête, puis on dirait que je savais plus ce que je faisais, mais je sais que je savais comment faire. Ouais. Ça fait comme 6 ans que je fais cet élément-là. Puis comment tu surmontais ça? Ben c'était ça, je visualisais souvent, puis à un moment donné, j'ai lu quelque part comme... Parce que moi, je suis quelqu'un qui m'analyse trop dans la vie, comme je vais comme vraiment analyser les affaires que je fais jusqu'à temps que c'est comme parfait. Fait que c'était ça que je faisais de mal, c'est que j'analysais trop l'élément, puis je pensais trop à ce que j'avais à faire, mais dans le fond, c'était quelque chose que j'avais tellement fait souvent que... Fallait juste que tu trustes ton corps, Fallait juste que je trust mon corps, instinct. puis mon muscle memory, puis que je le fasse une fois pour me débloquer. Mais c'était le faire une fois que ça a pris du temps, là. Mais il fallait juste que je me recule un petit peu, puis que genre, je pense pas à l'élément. Parce que c'est ça que je faisais, je pensais trop. J'étais comme, OK, il faut que... T'sais, puis là, tu commences à penser là, que t'es à l'envers, puis tu spins 2 fois, puis t'es comme, oh, mais là, si je me perds, ou si je vais trop par la gauche, puis que les filles m'attrapent pas, puis là, tu commences à penser, puis ça l'arrête pas. Fait que des fois, il faut juste arrêter de penser, puis de juste avoir confiance dans le sport, le pensage, ça a le gros d'effet négatif. Fait que j'ai travaillé avec un athlète de ski cross, qui faisait des flips, ça, puis il a tombé, puis il a fait une commotion. Puis il y a eu un peu des blocages un peu semblables, puis avec la visualisation, on a réussi justement à venir débloquer ça. Mais tu sais, quand t'es dans les airs, là, puis tu sais pas trop comment tu vas atterrir, c'est un peu normal que notre cerveau, là, il veut te protéger, puis... Tu vas tellement vite, tu vois pas vraiment où ce que t'es dans les airs, fait que t'as même pas comme un point de report où ce que tu peux comme te fier dessus. Fait que
Faut que tu t'abandonnes. Faut vraiment que tu trustes ton training, puis tu aies confiance dans tes habiletés, puis c'est ça qui est plus difficile quand t'as pas de confiance. Fait que, tu sais, quand je revenais d'un camp, puis j'étais vraiment bas en confiance, puis là, j'essayais des skills que je savais que ça prenait de la confiance, c'est là qu'il y avait un petit peu d'erreur ou de blocage, parce que j'avais plus mon confiance, puis là, c'était quelque chose qui prenait beaucoup de confiance à faire. J'ai déjà entendu que c'est un sport qui coûte cher. Oui. Veux-tu nous en parler un petit peu? Parce que, tu sais, comme moi, mon garçon fait de la danse, mon autre garçon fait du hockey. C'est quand même des sports qui coûtent quand même cher. Mais je suis curieux de voir un petit peu, mettons, si on avait du cheer à Edmundston, ça voudrait dire quoi en termes de finances? Ouais. Fait que raconte-nous un petit peu, là, pour un athlète, là, qui veut faire du cheer puis qui veut bien réussir, là, ça veut dire quoi, là, un peu en termes de finances? Bien, ça dépend un petit peu à quel niveau que t'es, là. Tu sais, les niveaux plus... au début, c'est moins pire, mais moi, dans les années Worlds que j'ai faites, tu sais, ça commence dans les alentours de comme 5 000 pour ta saison. Fait que ça, c'est pour payer les coachs, pour, tu sais, l'espace, puis tes affaires de même. Puis là, t'as les frais de compétition, fait que tu payes pour aller faire tes compétitions. C'est combien, disons, si on parle d'une compétition? C'est comme... Peut-être... Ça dépend de la compétition. Les Worlds, c'est plus cher que, mettons, les régionaux, là, mais c'est peut-être dans les alentours de comme 150$. OK. Fait que plus les frais de déplacement, plus les frais d'hôtel. Plus les frais de déplacement, plus. Puis les uniformes, les privés que tu prends pour t'améliorer, les cours de plus que tu veux prendre pour te rendre plus loin, toutes ces affaires-là, ça revient, je peux même pas imaginer. Là. Moi, c'est ma mère qui m'a tout payé ça jusqu'à temps que j'avais 18 ans. Fait que j'imagine pas à quel point... merci, maman! je sais pas à quel point d'argent qu'elle a mis là-dedans, là, mais... Tu sais, mettons, l'année que j'ai fait les allers-retours à Ottawa-Montréal, j'avais le gaz à payer, j'avais... Tu sais, il y a gros d'affaires. Puis avec Team Can, il y a encore plus parce que tu voyages à chaque mois. En avion. En avion. Tu as besoin d'un Airbnb, tu te payes tes repas. Il n'y a rien vraiment de payé dans ta faire saison. équipe Canada, tu sais, si c'est 5 entraînements, sur ces 5 entraînements-là, il y en a un qui est peut-être plus local, mais c'est 4 avions. Après ça, l'argent américain de rester à Orlando. Et puis ça, c'est tout aux frais de l'athlète. Ouais, c'est ça. Fait que, puis c'est tout comme ta responsabilité aussi. Fait que si tu prends un vol le jour même du camp puis tu te rends pas au camp, c'est de ta faute. Genre, il faut que tu fasses ton horaire comme il faut pour être là pour les dates qu'ils ont mis. Le seul camp qui est différent, c'est lui en Floride. On est tous dans le même hôtel, on est tous comme... C'est plus organisé. C'est plus organisé parce que c'est comme la compé, là. Mais les autres camps, c'est vraiment toi qui bookes ton Airbnb, tu bookes ton vol, tu bookes tes restaurants, tout ça, c'est toi qui gères ça. Il faut juste que tu sois au gym de cette heure-là à cette heure-là. Ça fait que là, si t'es 4 jours en entraînement, ben là, il y a une tempête de neige, puis là, tes avions sont délayés de une journée, puis là, tout le monde n'arrive pas en même temps, t'as de la moitié de ton camp. C'est ça, tu perds du temps de camp. Fait que c'est pas... Tu veux pas perdre de temps, fait que c'est ça. Il essaie de garder ça organisé, mais tu sais, on a un camp... Les camps sont souvent pendant les pauses d'école ou de travail parce qu'ils veulent faire ça moins compliqué. Fait que, mettons, on fait un camp du 26 décembre au 1er janvier. Fait que ça aussi, c'est un peu plate parce que tu manques souvent comme... Tu manques Noël avec ta famille. Des sacrifices. C'est ça. Puis là, l'autre, c'est comme pendant le congé de mars. Ça va être comme en mars. C'est les pires temps qui coûtent le plus cher de voyager en avion. C'est vrai de ça. Les vols sont les plus chers, puis les aéroports sont pleins, puis c'est pas les meilleurs temps pour voyager, mais ils font qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire. Bon, on dit que... moi, je dis souvent c'est un investissement. C'est-à-dire, oui, ça coûte des sous, mais il y a tellement de choses qu'on peut en retirer. Toi, comme athlète, qu'est-ce que tu as retiré de tout cet investissement-là pour ta personne ou pour... Tu sais, comme, qu'est-ce que tu as retiré, toi, de ton expérience sportive? Bien, j'ai appris à gérer mon stress, puis de prendre la pression, puis, tu sais, je suis comme quelqu'un qui peut gérer toutes ces affaires-là quand même bien. Puis j'ai eu vraiment des expériences comme... de vie, là, comme je pourrais pas demander mieux. Puis j'ai comme mes meilleurs amis à vie, ils viennent tous du cheer. Comme
toutes les personnes importantes dans ma On vie crée des liens c'est forts. ça, puis comme la fille qui s'est blessée, que, tu sais, comme elle a des enfants, puis moi, je vais aller voir ses enfants, puis, tu sais, je me fais des familles avec ça. C'est pas juste ma vie que j'ai marquée, c'est la vie des autres aussi. Fait que ça, c'est le fun. So là, si je comprends bien, tu as repris ta retraite. Oui, pour la 4e fois. Fait qu'on sait pas si ça va sticker, là, mais je dis souvent que je prends ma retraite, mais c'est rendu que personne me prend au sérieux parce que ça stick jamais. Mais pour l'instant, je suis en retraite, mais j'ai déjà comme un peu de plan pour sortir de ma retraite, mais Parce que, est-ce qu'il y a un âge limite? Non, il n'y a pas d'âge limite. Il y a un âge minimum, comme pour les équipes Worlds, mais il n'y a pas d'âge limite. Puis souvent, c'est, comme tu parlais de une de tes amies qui avait des enfants, ben j'imagine, ça devient plus difficile à un certain moment donné de pouvoir participer à des compétitions de ce niveau-là quand tu as une petite famille ou quand... Il y a des périodes de la vie que là, tu as des responsabilités ou des engagements, puis c'est peut-être là la limite. C'est pas une limite d'âge, mais c'est une limite à cause de la profession ou à cause des enfants ou à cause de différentes choses. Mais pas juste ça, c'est vraiment comme... C'est difficile sur le corps aussi, là, on va pas se mentir. Puis des fois, tu te rends à un certain point où c'est trop. Moi, je suis pas encore rendue là. Mais, tu sais, je peux le sentir que comme mon corps est rendu comme plus fragile, puis il faut que je fasse attention, je fais mes étirements comme il faut, puis, tu sais, je vais me rendre à un point où je serais plus capable. Mais... Je sais que tu m'as dit tantôt un peu... tu m'as dit, avant qu'on commence, tu as dit... Une des limitations, c'est beaucoup financier. Oui. Tu sais, parce que là, tu dis, tu m'expliquais que, tu sais, tu avais quasiment 2 jobs, puis là, tu sais, ça coûte tellement cher, puis là, c'est exigeant, puis là, à un moment donné, ben c'est dur de tout faire arriver tout. Ouais. Mais je trouve ce qui est plate, c'est que c'est pas un sport que tu peux vraiment faire en carrière. Tu sais, c'est pas... Il y a pas de ligue professionnelle, ou comme même... Tu sais, moi, je faisais le cheer au plus haut niveau, comme on peut dire que c'était professionnel, mais... J'ai pas eu d'argent, là. Tu sais, il y a personne qui m'a payé pour faire ça. Si que ça passait aux Olympiques, sortirais-tu de ta retraite? Mais là, les prochains Olympiques, je vais avoir, je pense, 26 ans, là. Parce qu'ils en ont parlé, hein? Ils en ont parlé, puis ça... Je pense pas que ça a passé cette fois-ci, par exemple. Parce que, ben, je sais pas, il y a gros d'affaires qui sont pas universelles, comme, mettons, les scores sont pas universels à travers tous les pays. Fait qu'il y a certains facteurs limitants. Ouais, fait qu'il y a des raisons que c'est pas rendu là. Mais j'espère qu'un jour que ça se rende là. Je pense pas que j'ai besoin d'y aller. Je pense que je peux être comme assez fière de ce que j'ai fait dans ma carrière. Puis je peux... Tu sais, j'ai fait partie du sport quand même longtemps. Fait que je peux être contente avec ce que j'ai, là, mais puis, ça serait le fun. Le coaching, est-ce que ça, c'est quelque chose qui te parle ou non, plus toi, tu étais athlète, puis c'est pas quelque chose que tu aimerais investir du temps dedans? Non, j'ai coaché l'année passée pour m'aider à payer mes affaires, mais j'ai vraiment aimé ça, mais mon problème, c'est il faut qu'ils le veulent. Tu sais, comme je coachais comme toutes les âges, puis les plus jeunes, ou ce que c'était, tu sais, souvent les parents, ils les mettent dans des cours. J'étais pas... Ils n'avaient pas toute ta détermination. Non, c'est ça. On dirait que ça venait me chercher, là, qui se forçait pas. Puis... C'est que tu nous expliquais tantôt que tu as besoin de challenge. Fait si tu aurais des athlètes de niveau élite... Oui, puis j'en avais. J'en avais un petit peu partout, mais je coachais une équipe sport-études aussi. Puis ça j'ai trippé, là, parce que les filles, ils veulent être là. Comme, ils veulent... pratiquer, ils veulent gagner des championnats. Mais les filles, ben pas juste les filles, mais les athlètes qui viennent, qui ont peut-être comme 7-8 ans, là, puis leur mère les amène, puis ils vont faire leur commission, là, puis eux autres, ils veulent pas être là, mais ça m'intéressait un petit peu moins. c'est de la garderie, là. Ouais, c'est ça, mais c'est vraiment un sport que tu peux évoluer comme tellement loin. Longtemps. Puis comme ça, c'est le bord qui m'intéresse, comme faire partir du parcours à quelqu'un comme un parcours que j'ai eu, ça serait vraiment spécial. Puis je pense à tous mes coachs, puis comme ils ont vraiment comme fait des
ils m'ont marqué, là, puis ils ont fait des changements dans ma vie, comme dans ma personnalité. Ils ont eu un impact sur eu ton un impact développement, sur sur ton c'est cheminement. ça. Puis comme d'être capable de faire ça pour quelqu'un, ça serait vraiment spécial. Hey, je te le souhaite. Ouais. Si tu avais peut-être, en finissant, un message à donner justement peut-être à ces athlètes-là qui rentrent dans le niveau élite, disons, qu'est-ce qui serait ton message pour les autres, ces jeunes-là qui commencent vraiment à rentrer dans le monde plus compétitif du cheer? Ouais, pour le cheer, je dirais comme de juste avoir des gros rêves puis de pas douter que tu es capable d'y rendre. Parce que, comme j'ai dit au début de ma carrière, là, je pensais pas que j'allais gagner les Worlds un jour. C'était comme même pas une option. Mais quand les opportunités ils ont comme ouvert des portes, j'ai comme continué à rêver puis j'ai continué à pousser ça. Puis je me suis rendue où ce que je voulais. Fait que de jamais douter que tu es capable de te rendre. Même si en ce moment, tu penses pas que c'est possible, dans 10 ans, c'est peut-être possible parce que le sport va continuer d'évoluer, puis les athlètes vont continuer d'évoluer, puis tout est possible dans ce sport-là, vraiment. Là, je dis ça parce que c'était... Même une équipe au Canada a gagné les Worlds en 2010, là, c'était comme... Ça allait jamais arriver. Mm-hmm. Puis là, c'est rendu que ça arrive à chaque année. Fait que c'est ça. Non, c'est incroyable. Ouais. Tu sais, Puis, tu sais, moi, je connaissais pas ça, puis en tout cas, je me suis impliqué un petit peu, puis je découvre ce sport-là à chaque année, puis c'est vraiment spécial comme sport. Ce que les athlètes vivent, fait que c'est pour ça que j'étais vraiment intéressé de t'avoir au podcast. Chaque invité va mettre ses petites pattes de mouche sur la pancarte comme pour immortaliser le passage. Donc, je te passe la pancarte. Puis, tu as un marqueur juste à ta gauche. Oui. Tiens. Super, merci. Puis, chaque invité a un chandail avec un logo designé spécifiquement pour chaque athlète. Fait qu'il y a un exemplaire. Donc ça sera ton chandail juste pour te remercier d'avoir passé au podcast. Fait que ça me fait plaisir de te le remettre. Vraiment. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Puis, j'ai vraiment déjà hâte de l'écouter. Merci.